Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Aujourd'hui donc s'est tenue la 18e séance des conseils des ministres, une séance essentiellement consacrée aux affaires sociales et à la solidarité. Et c'est tenu aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski, donc les travaux de la 10e retraite de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, présidée par le président de la République. Et dans l'actualité internationale, en Europe, difficile parité à la tête de l'Union européenne. Bonjour à tous. Sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue donc aujourd'hui la 18e séance du Conseil des ministres. Ce mardi était à l'ordre du jour donc 4 questions. La première question, donc la ministre des Affaires sociales et de solidarité a produit une communication sur les réalisations de son département. Au cours de cette présentation, la ministre a décrit la nouvelle démarche de la promotion sociale et de la volonté politique d'asseoir la protection sociale sur des droits humains et sur une trajectoire d'autonomisation des ménages en situation de précarité. La stratégie nationale de la protection sociale 2018-2022, mise en place par la loi numéro 43 portant adoption de la SNPS, témoigne de l'engagement fort du gouvernement de mettre en avant la politique sociale dans sa stratégie de développement. Également donc durant cette séance, une question également portant sur l'énergie. Cette fois-ci, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles a introduit un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 61 portant constitution et maintien des stocks d'urgence de produits pétroliers. Ainsi, l'ensemble des responsabilités et les obligations incombant à la société DOSC Djibouti Oil Supply Company sont dévolues à la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration a proposé un projet de décret mettant en place une commission ad hoc chargée de la révision des textes statutaires de la fonction publique. En effet, le statut de la fonction publique qui régit une partie du personnel de l'État est issu de la loi numéro 48 portant statut général des fonctionnaires et le décret numéro 62 relatif au statut particulier de fonctionnaires. Des divers documents stratégiques du gouvernement sur la réforme de l'administration, il en ressort que le statut de la fonction publique en l'état actuel ses limites et n'est pas en phase avec l'évolution économique et sociale du pays. Il apparaît aujourd'hui indispensable de procéder à une réforme du cadre légal et statutaire de la fonction publique. Pour ce faire, le ministre du Travail a proposé donc la mise en place d'une commission ad hoc chargée de procéder à la révision des textes statutaires régissant la fonction publique. La quatrième question, donc le ministre de l'économie et des finances a présenté un projet de loi portant ratification d'un accord de financement pour le projet de renforcement des opportunités d'apprentissage. Ce financement s'élevant à 25 millions de dollars, dont 15 millions de dons. Et en fin de séance, le ministre de l'équipement et des transports a produit un compte rendu sur sa participation au Forum économique et commercial Russie-Afrique, axé sur le commerce multilatéral, l'état actuel de l'économie mondiale et les perspectives d'interaction Russie-Afrique. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a produit un compte rendu donc de sa visite à Mogadiscio en Somalie sur invitation de son homologue somalien. Et les discussions ont porté sur le câble régional sous-marin DARE, Djibouti Africa Regional Express. Et le ministre de l'économie et des finances a fait un compte rendu de sa participation à la délégation djiboutienne aux assemblées annuelles de gouvernement du groupe de la Banque mondiale et du FMI qui s'est déroulé à Washington. Le ministre du budget a ajouté que Djibouti est apprécié pour sa collaboration avec les partenaires de la Banque mondiale et du FMI, surtout en matière de réforme. Le ministre du Commerce donc a fait un compte rendu pour sa part de sa participation à la première réunion des ministres africains en charge du commerce organisée par les pays signés donc et ratifiés la zone de libre-échange continentale qui s'est tenue à Addis Abeba. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a quant à lui fait un compte rendu de sa participation au 3e sommet des leaders religieux et donc musulmans de l'Afrique qui s'est déroulé à Istanbul en Turquie. Le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques a fait une communication sur la campagne nationale de plantation d'arbres à Djibouti-Ville et dans le chef-lieu des régions de l'intérieur. Il s'agit d'une initiative du président de la République.
Voilà donc pour ce qui était du compte-rendu de la séance de ce matin qui s'est tenue au palais présidentiel. Également dans l'actualité, la 10e retraite de haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique s'est ouverte ce matin sous l'égide du président de la République Ismaël Omar Guelleh au Djibouti Palace Kempinski. La suite avec Ali Abdillahi. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dirigé ce matin la cérémonie inaugurale d'une importante réunion de l'Union africaine à Djibouti. Le chef de l'État a dirigé les travaux de la cérémonie inaugurale de la 10e retraite de l'Union africaine, un événement intervenant une fois par an. La retraite du haut niveau de l'Union africaine équivaut à une réunion majeure de l'organisation panafricaine où l'ensemble de ses représentants, envoyés spéciaux et partenaires sont conviés à un débat de fond sur les principaux défis et problématiques à l'ordre du jour dans le continent noir. L'une des particularités de la retraite du haut niveau de l'Union africaine réside dans le fait qu'elle puisse être tenue dans un pays du continent autre que celui qui fait traditionnellement office de siège à l'organisation. Pour autant, le choix du pays d'accueil de cette réunion délocalisée de l'Union africaine n'est jamais complètement anodin. Ce choix est souvent indexé sur le principe d'un profil général et d'aptitude reconnue à la capacité des pays à concilier les valeurs et les objectifs les plus substantiels de l'Union africaine. Le choix apporté sur Djibouti pour abriter cette conférence équivaut donc en un aveu majeur au profit de notre pays, estimé appartenir au cercle des nations africaines le plus en phase avec les idéaux, ambitions et visées progressistes poursuivies par l'organisation continentale. Le leadership du président Guelleh dans le lancement des travaux de cette 10e retraite de l'Union africaine a essentiellement été marqué par l'importante allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Cette 10e retraite du haut niveau de l'Union africaine organisée à Djibouti est à l'origine du déplacement actuel dans notre pays d'environ 180 diplomates étrangers et provenant aussi bien de l'Union africaine que d'organisations régionales, continentales et internationales. La 8e et la 9e édition, c'est au Kempinski Palace Hotel que s'est ouvert ce matin la 10e édition de cette retraite de l'Union africaine et ce sous l'égide du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Cette retraite organisée par l'Union africaine a porté sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Et dans son intervention, le secrétaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, M. Ismaël Chardi, a indiqué que ces concertations auront pour finalité de relever les défis de l'intégration de la dimension de réforme du secteur de la sécurité et gouvernance dans la prévention des conflits, la médiation et la mise en œuvre effective des accords de paix. On l'écoute. Nous voilà réunis à nouveau dans le cadre de cette retraite annuelle de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique,
dont la présente 10e édition a choisi comme terre d'accueil cette belle ville de Djibouti sur les rives attachantes de la mer Rouge. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a bien voulu rehausser de sa présence cette séance inaugurale et lui réitérer notre reconnaissance pour son engagement sans faille en faveur de l'idéal panafricaniste et des aspirations de notre continent. Grâce à votre politique sage et clairvoyante, Monsieur le Président, la République de Djibouti se distingue aujourd'hui comme un oasis de paix et comme un acteur important dans les efforts de promotion de la paix et de la stabilité dans la région et au-delà. Je tiens à souligner ici la contribution précieuse de Djibouti à la mission de l'Union africaine en Somalie, à MISOM, et à d'autres missions de soutien à la paix sur le continent africain. Apport inestimable à l'œuvre collective de faire taire définitivement les armes en Afrique. Palace Kempinski, où s'est tenue aujourd'hui la cérémonie donc, du lancement de la 10e retraite de haut niveau de l'Union africaine pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Une cérémonie qui a été présidée par le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Plusieurs interventions donc, ont eu lieu durant cette importante rencontre, notamment celle du secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui a indiqué que ces travaux donc, vont permettre de réfléchir aux défis actuels du contexte mondial et continental de la paix et de la sécurité en se référant aux menaces transnationales. On l'écoute. Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage à votre pays pour le rôle distingué et éminent qu'il joue pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique et dans la région. Et puis, permettez-moi aussi de rendre un hommage tout particulier aux femmes et aux hommes en uniforme de votre pays qui servent avec distinction, efficacité, sous la bannière des Nations Unies. Je souhaiterais associer à cet hommage tous les soldats qui servent sous la bannière de l'Union africaine et sous la bannière des Nations Unies et avoir une pensée particulière évidemment pour ceux qui ont perdu leur vie. Depuis que cette retraite a été initiée, vous avez eu, Monsieur le Président de la Commission et Mesdames et Messieurs les commissaires, l'attention d'associer étroitement les Nations Unies et c'est aujourd'hui avec beaucoup de gratitude que je voudrais exprimer nos remerciements au nom, je crois, de tous mes collègues des Nations Unies pour que, une fois de plus, nous puissions participer à ces délibérations et plus généralement, je souhaiterais évidemment vous remercier pour le partenariat étroit qui existe entre nos deux organisations. Depuis 2002, les Nations Unies ont travaillé en tandem avec l'Union africaine pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique. Également dans la série des interventions, le président de la Commission de l'Union africaine, donc Moussa Faki, a indiqué que cette retraite va porter donc sur des concertations, la nécessité d'assurer la transformation des forces de défense et de sécurité africaines en des institutions nationales de sécurité professionnalisées soumises à un contrôle civil afin de prévenir la rechute des conflits et de maintenir les efforts de stabilisation et de consolidation de la paix. Nous l'écoutons. Il me fait un grand plaisir, à titre liminaire de mes propos, de remercier sincèrement Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti et son gouvernement, d'avoir offert à la Commission sa généreuse hospitalité et ce cadre merveilleux pour notre 10e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, sous le thème « Gouvernance du système de sécurité en Afrique, évolution des principes et des pratiques découlant des interventions de prévention, de rétablissement de la paix et de consolidation de la paix. La retraite organisée annuellement par le département Paix et Sécurité. Merci à toi Ismaël Chergui et à ton équipe pour l'institutionnalisation de cette belle action qui s'installe en Afrique en haut du tableau de toutes les approches similaires et semblables, le nombre, la qualité, la diversité des horizons géographiques et surtout disciplinaires des participants donne à l'événement un cachet digne de haute appréciation. C'est soutien à l'orée de l'année 2020 que nous avons fixé comme notre rendez-vous historique de la fin des crises violentes en Afrique
En faisant définitivement taire les armes, cette retraite prend ainsi l'allure d'une retraite de questionnement et de méditation sur notre bilan. Mais rassurez-vous, je ne ferai pas ce bilan, pas maintenant en tout cas. Je voudrais, dans le strict respect de notre thématique centrale, m'appesantir sur 2 points: l'évolution des principes et l'insertion des problématiques de paix et de sécurité dans le cadre d'un nouveau multilatéralisme engagé du côté des peuples. Et dans son intervention, donc, le président de la République et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a rappelé donc l'objectif principal de cette retraite qui est d'examiner les instruments et partenariats existants dont dispose l'Union africaine en matière de réforme et de gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi que leur efficacité dans l'optique de la prévention, la gestion et la résolution des conflits. On écoute le président de la République. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. La République de Djibouti est honorée d'accueillir cette 10e retraite de haut niveau portant sur la réforme du secteur de la sécurité et de la gouvernance en Afrique. Et c'est avec un immense plaisir que personnellement je vous souhaite la bienvenue dans votre seconde patrie. Le thème choisi pour cette réunion, rassemblant les envoyés spéciaux de l'Union africaine et des autres organisations internationales, est plus que pertinent. Il nous interroge non seulement sur le concept même de la médiation, mais également sur celui de son déploiement dans les situations de conflit. En ce qui concerne la conception de la médiation, nous devons adopter une approche nouvelle. Le médiateur se doit non seulement d'identifier les déclencheurs d'instabilité, mais également les facteurs structurels. S'agissant du déploiement, il est temps pour nous de repenser les capacités mises à la disposition de nos envoyés spéciaux et de les sensibiliser pour la stabilité d'un pays sur l'importance de la gouvernance du secteur de la sécurité. À cet effet, le thème retenu pour l'année prochaine, « Faire taire les armes en 2020 », témoigne de l'importance de la gouvernance du secteur de la sécurité, qui est plus que jamais au cœur de nos priorités pour la stabilisation du continent africain. Mesdames et messieurs, l'Afrique fait face à de multiples défis qui nécessitent, afin d'y répondre de manière adéquate, un secteur de sécurité dont les compétences sont clairement articulées. Il s'agit de conjuguer défense de l'ordre et liberté, sans que ces 2 piliers de la modernisation des États soient porteurs d'instabilité. L'expansion de la menace terroriste dans la Corne de l'Afrique et dans la bande sahélo-saharienne appelle à une réflexion sur la gouvernance de nos forces de défense, de la sécurité, ainsi que l'appareil judiciaire. Par le passé, nous avons eu tendance à recourir à l'outil militaire. Aujourd'hui, si nous devions privilégier une approche globale de l'instabilité, il est nécessaire de penser l'articulation entre nos efforts militaires, actions policières et processus judiciaires en liaison étroite avec les politiques socio-économiques. Dans le contexte géostratégique, nous n'avons pas droit à l'erreur. En effet, la propagande extrémiste se nourrit des défaillances de nos appareils sécuritaires, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Nos efforts de médiation doivent inclure la question du secteur de sécurité, aussi sensible soit-elle du fait de son caractère régalien. C'est parce que cette question est primordiale que nous devons l'aborder dans nos efforts de prévention et de règlement des conflits, et ce, dans le but ultime de consolider la paix dans notre continent.
Sur ce, je déclare ouverte la 10e session de la retraite de haut niveau de l'Union africaine et je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Après les officiels, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré les envoyés spéciaux de l'Union africaine. Ces derniers donc ont remercié le numéro 1 djiboutien pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé depuis leur arrivée à Djibouti. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État s'est concerté donc avec les envoyés spéciaux de l'Union africaine, tous anciens hauts cadres de leurs pays respectifs. Les discussions donc ont porté cette fois-ci sur le panafricanisme dans les nouveaux paradigmes mondiaux et la conjoncture économique du moment. Ces discussions ont tous convergé vers une vision commune ancrée dans un consensus politique africain pour les Africains. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Dili, a reçu dans la journée dimanche une importante délégation conduite par l'ambassadrice d'Allemagne accréditée à Djibouti, Anke Holstein, et notre ambassadeur accrédité en Allemagne, Adel Mohamed Dileita, dans le cadre d'une mission de travail portant sur le renforcement de la coopération bilatérale djibouto-germanique. Cette réunion s'est déroulée en présence du conseiller principal du ministre Abdelkader Mohamed Garad, de la directrice de la DEPSI, Noura Abdi, et du directeur de la promotion de la santé, Abdullahi Aye. L'objectif de cette réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération germano-djiboutienne sans cesse croissante et qui tend à atteindre un palier supplémentaire grâce aux récentes dispositions mises en place entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Djibouti. En effet, le diplomate djiboutien accrédité donc en Allemagne, Adel Mohamed Dileita, a été accompagné des hauts représentants de la société Siemens, leader mondial pour les équipements médicaux et biomédicaux de pointe en vue de discuter des voies et moyens d'accompagner le système de maintenance de ces appareils coûteux tels que le scanner et l'IRM, et ce à travers la formation sur place de nos techniciens biomédicaux. Le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, a organisé hier une cérémonie donc de lancement du congrès sur les recherches de substances naturelles sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Ahmed. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet le cofondateur de la fédération de Tekball, Marius Vizer Junior, et la nouvelle présidente de la fédération djiboutienne de Tekball, Madina Saïd, ainsi que le secrétaire général du comité national olympique djiboutien. Inventé en Hongrie en 2014 par deux passionnés de football, Gabor Barsani, ancien joueur professionnel, et Victor Ouzar, informaticien, le Tekball est la toute nouvelle discipline à voir le jour dans le monde, à mi-chemin entre le football et le ping-pong, et version améliorée du tennis-ballon. Le Tekball se joue en 1 contre 1 ou en équipe, chacun étant d'un côté de la Tekboard. Et donc, M. Vizer a indiqué qu'il a été créé pour que tous les amoureux de football, pratiquants ou pas, puissent s'adonner à leur passion pour le ballon rond. Sous la présidence de l'honorable député Chelmake Moussa Haré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a débuté hier lundi l'examen du projet de loi des finances rectificatives de l'État pour l'exercice 2019. Outre les nombreux parlementaires issus de l'ensemble des commissions permanentes et de la représentation nationale, cette réunion s'est déroulée en présence du ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher, accompagné et assisté des hauts cadres du département en charge notamment des finances publiques. Au terme des travaux de cette première journée préliminaire, la commission reprendra ses travaux mercredi 30 en vue d'aborder l'étude de la partie dépenses du dit texte. Et toujours à l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable Abdelrahman Awale Yassine, la commission permanente des affaires étrangères élargie à celle en charge du développement social s'est réunie également hier en vue d'examiner le projet de loi numéro 64 portant
ratification de l'accord de prêt pour le projet Centre d'excellence d'enseignement supérieur pour l'impact sur le développement. Cette formation élargie donc, des commissions parlementaires s'est déroulée en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Après un débat instructif et riche, les commissaires ont donné leur avis favorable quant à son adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Toujours en nouvelles du pays, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, a organisé hier soir une réception à la résidence. Une réception organisée en l'honneur de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Plusieurs personnalités militaires et civiles du pays, dont le président de l'Assemblée nationale, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, ont pris part donc à cette réception. Également des représentants du système des Nations Unies, des ambassadeurs accrédités à Djibouti qui ont honoré de leur présence cette réception. L'ambassadeur Arnaud Guillois a pris la parole dans un premier temps. Il a remercié les invités qui ont répondu à l'invitation et il a souhaité la bienvenue à la résidence à M. Jean-Pierre Lacroix qui est en mission à Djibouti afin de participer donc à la 10e édition de la retraite de haut niveau de l'Union africaine pour la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique. De vous réunir et je le suis à double titre. D'une part parce que j'ai le plaisir d'accueillir un de mes mentors au Quai d'Orsay, Jean-Pierre Lacroix, qui, avant d'être le fonctionnaire international qu'il est aujourd'hui, a été pendant près de 20 ans diplomate français. Et j'ai eu le très grand honneur de servir à ses côtés, aussi bien à la mission française auprès des Nations Unies à New York qu'à la direction des Nations Unies du Quai d'Orsay. Et je voulais lui dire à la fois quel privilège cela a été pour moi de travailler à ses côtés, et le privilège qui a été le mien de travailler avec toi dans tes nouvelles fonctions depuis plus de 2 ans maintenant, de secrétaire général adjoint pour les opérations de paix. C'est donc un plaisir personnel de t'accueillir, ainsi que ces très nombreux visages amis des Nations Unies. C'est évidemment un plaisir professionnel également, car ta présence ici est importante, très importante. Tu viens dans le cadre de la retraite qui est organisée à Djibouti avec l'ensemble des envoyés spéciaux de l'Union africaine. Et à la tête de ce département des opérations de paix, toi-même, sous le leadership, bien sûr, d'Antonio Guterres, tu mènes une mission extrêmement importante au service de la paix. Les casques bleus sont souvent les principaux visages des Nations Unies partout dans le monde. Tous les jours, des hommes et des femmes de toutes les nationalités, qui sont près de 100 000 aujourd'hui, œuvrent pour la paix, pour la stabilité, pour la sécurité des plus vulnérables. Toujours en nouvelles du pays, la région d'Ali Sabié a accueilli aujourd'hui l'ambassadeur de la République de Cuba à Djibouti, Lazaro Messa, et le diplomate cubain donc a été accueilli chaleureusement par le préfet de la région, Moussa Delmigane, à la préfecture. Ce dernier a souhaité la bienvenue aux diplomates cubains et à ses accompagnateurs. Ils se sont entretenus des bonnes relations de partenariat fructueux qui prévalent donc entre la République de Djibouti et Cuba, sachant que Djibouti et Cuba fêteront le 20 novembre prochain le 21e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Peu après, le préfet Moussa Delmigane et le représentant de Cuba à Djibouti se sont rendus à l'hôpital régional d'Ali Sabié, et notant que 8 médecins expatriés cubains aux spécialités différentes exercent leur savoir-faire dans les différents services de ce centre hospitalier moderne. Sur place, ils ont été accueillis par le directeur des lieux, Mohamed Sougué Aynan, et dès son entrée dans les couloirs de l'hôpital, le visiteur de marque s'est réjoui spontanément de la grandeur et de la modernité de haute qualité de l'hôpital régional d'Ali Sabié, rappelant que l'hôpital Dr Ahmed Absi et Warsama d'Ali Sabié est un centre hospitalier de référence vaste au standing international. Il a été construit pour couvrir tous les besoins en soins de santé des 2 régions du sud du pays, notamment Ali Sabié et Dikil. Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Dikil, l'agence djiboutienne des routes s'engage à réhabiliter donc plus de 15 km sur les différentes voies
artère de la ville de Dikil. Les travaux de réhabilitation des voies routières de la ville de Dikil ont débuté il y a un mois de cela et ont été effectués donc et déterminés à peu près 800 mètres de leur parcours à l'entrée de la ville jusqu'à la préfecture. À ce propos, dans la journée du 27 octobre, que le nouveau préfet de Dikil, Adan Dalal Moussa, accompagné du président du conseil régional, a visité donc l'état, les routes donc et constaté du visu l'état d'avancement des travaux de la voirie reliant l'entrée de la ville de Dikil jusqu'à la préfecture. Ensuite, le préfet a constaté donc la pose d'enrobé du premier tronçon sur une linéaire de 800 mètres, également a félicité l'engagement de l'agence djiboutienne de route d'embellir la ville de Dikil, surtout les voies qui se sont désenclavées de la population. Enfin, le préfet a remercié le ministre de l'Équipement et des Transports et la direction générale de l'ADR ainsi que le président de la République pour l'effort qu'ils emploient donc pour la réhabilitation des voies routières urbaines et des régions de l'intérieur. Jusqu'à présent, 800 mètres ont été réalisés, confectionnés, enrobés et bitumés. Les restes vont se poursuivre. Donc aujourd'hui, nous avons voulu assister les travaux effectués par l'ADR au niveau du chef-lieu de la région de Dikil. Donc, comme convenu, tout se déroule bien. Les travaux ont commencé à la rentrée du barrage du chef-lieu de la région de Dikil et vont se poursuivre jusqu'à la fin des travaux. Donc, nous remercions le ministère du Transport et de l'Équipement avec une mention spéciale à l'ADR au niveau de la région de Dikil, le directeur général de l'ADR, la préfecture, tous ceux qui ont apporté leur contribution de loin ou de près pour la réalisation et le bitumage de la voirie urbaine. Sport à présent, la Fédération djiboutienne de football a organisé ce matin à la salle de conférence du Centre technique national une cérémonie de signature de contrat pour le nouveau directeur technique national Yann Danielou. Cette cérémonie de signature de contrat entre le président de la fédération, Suleiman Hassan Ouaberi, et Yann Danielou, qui a compté aujourd'hui, devient le nouveau directeur technique national de la fédération djiboutienne de football. Cet événement s'est déroulé en présence du directeur des sports, du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, des membres du comité directeur de la FDF, ainsi que de dirigeants des clubs de football de la première et seconde division. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la FDF a expliqué que l'arrivée de Yann Danielou va renforcer l'ossature technique de la fédération. Et la fédération vient de contracter donc un contrat de 4 ans avec ce dernier. Yann Danielou était un joueur de football professionnel international. Il a été durant la saison 2013-2014 entraîneur adjoint au club de l'AC Ajaccio. Il était auparavant entraîneur des U19 du club saoudien d'Al-Shabab et avec qui il remporta donc le championnat en 2011. On est là pour s'inscrire dans le temps. On est là pour faire progresser le football et expliquer et puis amener une expertise du haut niveau. Que ce soit Julien, il l'a prouvé par les résultats passés, mais on va aller encore plus loin dans la démarche, que ce soit avec Sarah, par rapport à son passé d'ancienne joueuse, d'entraîneur de football féminin en France, par rapport à la première division, moi par rapport à mon passé aussi, à mon vécu, à mon expérience. Donc tout ça va dans le bon sens. Après, il y a les paroles et après, il y aura les actes. Donc voilà, c'est à nous de mettre tout en place pour que on ne fasse pas de déception et qu'au contraire, on puisse optimiser le potentiel footballistique de la fédération. Sport, toujours pour clore l'actualité nationale sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de Dakar et Torio organise un stage international du 25 au 31 octobre 2019. Ce stage dirigé par l'experte internationale Mélanie Chauss a regroupé tous les enseignants et pratiquants de cet art dit national. Le stage se poursuit donc sur l'ensemble du pays, notamment à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur. Le Dakar et Torio est un art martial dans une pratique sportive encadrée par l'éducation et la préservation de la santé. C'est une discipline de combat basée principalement sur la maîtrise de soi et le respect de l'autre. Mélanie Chauss, experte internationale, s'est exprimée donc lors de ces entraînements et la satisfaction du bon déroulement de ce stage grâce à l'implication de tous et a tenu à adresser en premier lieu ses vifs remerciements au président de la République pour la signature du décret présidentiel instituant le Dakar et Torio comme sport national, puis le maître Sensei Laouita et la présidente de la
la fédération de Dakaito Ruyo pour sa confiance à diriger le stage sous sa directive à Djibouti. Djiboutiens et la fédération djiboutienne prennent toute son autonomie et grâce au décret qui a été promulgué par le président de la République l'année dernière, vraiment au niveau international, la discipline a connu une grande avancée, un grand développement. Donc on remercie de nouveau le président, M. Ismaël Omar Guelleh, pour le décret qui a vraiment apporté beaucoup parce que le Dakaito Ryu est porté par son pays. Et tout comme le judo est porté par le Japon, le Dakaito Ryu doit être porté par son pays, les Djiboutiens. Ce sont les enfants de la discipline, c'est eux qui sont amenés à aller former les pratiquants dans le monde entier. C'est eux qui sont amenés plus tard à aller diriger des stages. Donc Maître Loïta a à cœur vraiment que la fédération djiboutienne puisse former ses pratiquants sur quelques années et que toutes les institutions aussi du pays aient à cœur d'avoir en leur sein le Dakaito Ryu, c'est-à-dire l'armée, la police, l'école. Toutes les institutions doivent aider le Dakaito Ryu. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. C'était dans les titres difficiles. Parité à la tête de l'Union européenne. Pour la première fois de son histoire, le gouvernement belge est dirigé par une femme. Sophie Wilmès est issue du mouvement réformateur, le parti libéral francophone. Mais c'est une première ministre sans majorité puisque depuis le mois de décembre, le pays compte à sa tête une coalition gouvernementale en affaires courantes. Sophie Wilmès fait partie du club restreint des 4 femmes chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Elle siégera aux côtés des chancelières allemandes et autrichiennes Angela Merkel et Brigitte Bierlein et de la première ministre danoise Mette Frederiksen. Et pour Manon Descheyz du lobby européen des femmes, il y a une réelle amélioration, mais ces petits pas demeurent insuffisants car les hommes sont encore surreprésentés en politique dans l'Union européenne, précise-t-elle. La première présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est battue pour parvenir à la parité au sein de son équipe. Un pari réussi pendant quelques jours avant le rejet de 2 candidates par le Parlement européen. La Banque centrale européenne est désormais présidée et pour la première fois par une femme, la française Christine Lagarde. Le Parlement européen fait figure de bon élève en termes de représentation. La part des femmes progresse d'élection en élection. Elle représente désormais 40% des parlementaires. Et enfin, les restes du corps du chef du groupe État islamique inhumés en mer. L'armée américaine a immergé en mer les restes du corps du chef de l'État du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, selon la procédure et les rites islamiques. Ce n'est pas sans rappeler l'inhumation du chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, en 2011 pour éviter qu'une éventuelle tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, l'a confirmé à la presse après avoir expliqué que les vérifications ADN avaient été réalisées, que plusieurs acteurs du conflit syrien avaient contribué à l'opération d'élimination et avoir freiné un peu l'enthousiasme du président américain en expliquant que la vidéo du raid était encore à l'étude et qu'il ne savait pas si et quand elle serait déclassifiée. Il a aussi confirmé que 2 personnes avaient été faites prisonnières concernant le récit très précis que Donald Trump a livré au public sur la mort de Baghdadi. Le chef d'état-major a esquivé, expliquant qu'il n'avait pas eu connaissance de ces détails, mais que le président avait dû certainement parler directement avec des membres du commando. Lors de son annonce, le président américain avait aussi précisé que 11 enfants avaient pu être sauvés pendant le raid. Il a également rendu public sur son compte Twitter la photo du chien du commando qu'il a érigé en héros national. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.